présentation qui était très intéressante. Pardon. J'avais une question pour Julie. Tu as évoqué la place centrale du conjoint, si je me souviens bien, à peu près 70% à 80% des personnes qui révèlent le statut à leur conjoint, mais à l'inverse, ça signifie aussi 20 à 30% des personnes interrogées qui ne révèlent pas leur statut, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, je m'interrogeais sur les raisons déclarées de cette non-révélation du statut au conjoint. Parce que pendant les entretiens, j'imagine que vous avez posé des questions sur ce sujet. Est-ce que vous avez pu catégoriser quelque part les raisons de cette non-révélation du statut? Moi, c'est Audrey Chou. Je suis économiste de santé. Je suis l'intérêt et l'intervention de nos communicateurs. Je voulais poser une question à Sandrine Bourret. Dans l'intervention, il était question de non-politique. Et c'est revenu couramment. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui justifie en fait le changement actuel de nom des groupes vulnérables? La première question. Est-ce que ce changement est en rapport avec la stigmatisation de ces groupes-là? Merci. Je voudrais prendre ma mission, féliciter tous les panélistes pour la qualité de leur présentation. Alors, ceci dit, je me fais comme je m'appelle d'ailleurs à l'occasion de présentation sur les questions par rapport à la connaissance en relation avec le VIH. Surtout sur l'existence d'une coalition internationale sur la question, sur les questions d'immigration et sur les questions de VIH. Parce que justement, relativement à l'Organisation internationale du travail, il existe des normes, des recommandations qui sont adoptées sur les questions. Il y a même des programmes sur ces questions, notamment sur le VIH, dans les États, notamment. Il y a des directives qui sont également réalisées sur ces questions. Pour donner des directives, c'est sur la rétractation tout à l'heure à l'issue justement de on s'est rendu compte que l'apparition des PPK en 1983 aux États-Unis et en France, l'ONU a réagi 31 ans après. Alors, ma question est de savoir s'il existe une coalition internationale de substitution. C'est ce que je rappelle aussi. Tu as dit que la révélation de la séropositivité d'un partenaire impactait très peu négativement sur la stabilité des couples. N'est-ce pas parce que l'autre conjoint sait aussi qu'il est potentiellement séropositif, étant donné que peut-être lui-même n'était pas fidèle dans ses relations. Et que peut-être il s'est dit qu'il serait celui qui aurait contaminé l'autre. Merci. De la raison du secret dans le couple, en fait, en approche quantitative, en fait, effectivement, on n'a pas posé, on aurait pu poser une question ouverte sur les raisons, mais là, la démarche, en fait, c'est d'essayer d'aller regarder à travers à la fois les caractéristiques de la relation, les caractéristiques du partenaire, en fait, essayer de déterminer de façon quantitative les raisons, en fait, de ce secret au sein du couple, et donc ces premiers travaux permettent de voir quand même que ce qu'on savait déjà, en fait, que c'est très associé au niveau d'éducation, et puis que c'est très associé, surtout pour les femmes, à la stabilité, aux relations installées, en fait, parce qu'on a vu que c'était finalement les relations où il n'y avait pas eu d'enfants, il n'y avait pas eu de mariage, les relations récentes, qui ont duré, pas récentes, mais qui ont duré entre 1 et 3 ans, dans lesquelles il y avait du secret. Et ça rejoint aussi les études plus qualitatives qui montrent en fait que le secret dans le couple, pour les femmes, va surtout être utilisé dans le cadre de relations mystérieuses, passagères, etc. Et pour la question des... Donc effectivement, j'ai présenté des résultats au niveau agrégé. Donc au niveau... d'ailleurs, même au niveau individuel, en fait, il n'y a pas de lien entre le diagnostic et les ruptures du nom.
Il n'y a pas de lien statistique. Alors après, on peut se poser la question du rôle du secret. Alors peut-être qu'il n'y a pas de rupture d'union pour certaines personnes parce qu'elles maintiennent le secret dans la relation. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et je ne sais pas encore exactement comment traiter cette question, mais c'est une hypothèse. Sur les enjeux de la nomination, qu'est-ce qui justifie le changement de mot? Eh bien, en fait, toute l'histoire sociale de la lutte contre le sida, c'est aussi des batailles lexicales, en fait, des batailles sémantiques pour venir requalifier des situations, des personnes qui, à un moment donné, vont refuser le terme qui vise à les qualifier. Alors, il y a un exemple classique, c'est comment on est passé des toxicomanes aux usagers de drogue par voie intraveineuse, en étant plus précis sur la pratique et sur le mode de transmission, et non pas d'essentialiser des groupes ou des personnes. Donc il y a eu souvent cet effort aussi auquel ont contribué à la fois les personnes mobilisées et d'autres acteurs pour, à travers ces batailles lexicales, être un peu plus précis, puisque c'est une citation classique que de mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Donc peut-être c'était un essai pour ne pas participer à rajouter de la violence symbolique ou du malheur en nommant mal les choses. C'est une réponse partielle, mais voilà, c'est ma réponse. Après, tu as quelque chose là-dessus précisément? Non, bon, je n'ai pas bien compris l'air aussi, c'est que nommer des groupes comme ça ou des comportements, ça recouvre pas la totalité de la réalité. Donc il y a forcément des gens qui échappent à ces groupes ou ces dénominations, et c'est problématique vis-à-vis de la réalité sociale du VIH. Puis ça recouvre aussi des enjeux de stigmatisation, de nommer, de désigner. Voilà, c'est des problèmes assez classiques. Juste par rapport à l'existence d'organisations internationales ou de coalitions, c'est une très bonne question parce que ça donne l'occasion de préciser quelque chose qu'on a peu abordé. Et par exemple, si on regarde l'histoire, en tout cas du cas français, un certain nombre d'acteurs vont à un moment donné structurer un petit peu leurs actions et même se rencontrer grâce à l'échelon européen, parce qu'il y a des programmes européens qui sont mis en œuvre et qui vont construire un espace où vont se rencontrer des acteurs associatifs. Alors c'est notamment le cas d'un programme qui s'appelle AIDS and Mobility et qui a été à peu près actif jusqu'à 2008, mais il apparaît, puisque pour préparer cette communication, je suis allée voir sur leur site et à ce jour, il ne ferait plus grand-chose. Mais c'est comme pour d'autres politiques publiques, ça a été documenté pour l'écologie en France, comment c'est l'échelon européen qui permet aux gens de se rencontrer et de se structurer sur l'espace national en fait. Donc il y a eu ça un petit peu dans l'histoire des migrants et du sida. Et sinon, les forums mondiaux ou les coalitions internationales, il me semble, sous réserve d'aller explorer ça plus avant, qu'elles sont très articulées justement aux définitions de populations clés. Il y a des forums ou des coalitions internationales de MSM, de travailleurs du sexe, d'usagers de drogue, et il ne me semble pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y en ait une qui concerne cette question des mobilités et des migrations, en dehors de ce que fait l'OIM, l'Organisation internationale sur les migrations, qui, jusqu'à la fin des années 2000, a un peu produit des rapports sur ces questions-là. Je pense que la question d'Abdul Kadri partait de l'Organisation internationale du travail, si j'ai bien compris, et où il était très difficile de migrer aux États-Unis si on était VIH+, et que ça a été une des raisons des mobilisations lors de la conférence de Washington pour justement que les États-Unis lèvent cette interdiction. Donc ça, c'était assez clair. Je voulais poser une question à Carolina, vis-à-vis donc de la mobilité sociale des femmes vivant avec le VIH, où tu as présenté ça comme si c'était donc un facteur de mobilité qui était lié à l'intégration associative, à l'intégration dans des réseaux. Est-ce que finalement ça ne rejoint pas une partie aussi de ce qu'on a vu dans certains résultats de parcours, où le fait d'avoir son statut sérologique révélé et de rentrer dans des associations est aussi un facteur de réintégration?
Est-ce qu'il n'y a pas un lien comme ça entre les deux, même si là tu décris plutôt une situation de pauvreté et de sortie de la pauvreté, et que dans certains résultats de parcours c'était plutôt des situations de précarité où la solidarité associative favorisait une forme de réintégration? Oui, bien sûr, la forme de réintégration fait partie de cette mobilité. Mais ce qui m'intéressait de souligner dans ces parcours que j'observais étudier en Éthiopie, c'était ce déplacement de la relation du pouvoir dans les configurations sociales. Donc ce n'est pas tout simplement une réintégration un peu subie, parce que ce sont aussi les luttes contre la pauvreté en Éthiopie. C'est le mot clé empowerment pour réintégrer économiquement, socialement ces personnes, mais c'est aussi cette appropriation subjective de ressources symboliques qui sont là, et donc de les gérer de façon aussi libre et indépendante du contexte associatif. Donc je fais l'exemple de la femme qui en fait reconstitue les scénarios du témoignage, là où en fait elle n'est pas appelée à témoigner son VH, mais pour renverser son stigmate. Je ne sais pas si... Une question plus générale, je vais vous redonner la parole si vous la sollicitez. C'est une question de nommer, mais je pense qu'il y a aussi une polysémie dans les termes, et je voulais savoir si vous avez, vous, une distinction nette entre la définition de migrant et la définition d'immigré. Et je précise que en droit international, un migrant, c'est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre. C'est ça le migrant. Et du coup, quand tu parlais des travailleurs migrants, dans les représentations que le SIDA avait générées en Afrique, il y avait donc ces travailleurs mobiles qui n'étaient pas forcément des migrants, mais qui passaient d'une partie de leur pays à une autre partie, sans être des migrants, mais en étant simplement des travailleurs mobiles. Est-ce que vous faites une distinction entre les deux expressions? Et la question vous concerne toutes. Julie? Oui, alors... Comment je vais m'en sortir? Donc effectivement, en fait, je trouve qu'il y a une temporalité dans l'usage du mot immigré, migrant, migrant, immigré. Donc l'enquête parcours, dans son titre, en fait, c'était le mot migrant qui était utilisé. Après, on a réfléchi collectivement et on s'est dit que au vu de ce que renvoie en fait actuellement le terme migrant, qui sont des migrations récentes, non installées, en fait il fallait peut-être mieux utiliser le terme immigré qui renvoie à des migrations plus installées. Voilà, pour faire cette distinction en fait. Donc en fonction de l'évolution démographique et politique du contexte migratoire, quoi. Donc ça reste une question ouverte et voilà. C'est vrai que quand on a fait un petit peu le bilan des recherches en sciences sociales, on a bien vu, comme tu dis Julie, que soit on utilise le terme migrant pour insister sur la question de la mobilité, soit on parle d'étrangers ou travailleurs étrangers pour insister sur cette question-là. Et donc c'est pas une question figée, ou parler d'immigrés aussi. T'as quelque chose à... Alors, il y a la définition statistique. Un étranger, c'est une personne de nationalité étrangère, quand on est du point de vue de la France et de beaucoup d'autres cadres nationaux. Et un immigré, c'est statistiquement, depuis 1991 en France, puisque c'est une catégorie statistique, une personne née étrangère à l'étranger, qu'elle soit devenue française par acquisition ou qu'elle ne le soit pas. Donc, il y a des définitions très précises. Et c'est autre chose de parler des usages de cette catégorie des migrants pour lesquels on a pu assister à des programmes migrants qui ciblaient des descendants d'immigrés, donc qui permettent d'une certaine manière d'euphémiser un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas du tout liés à de la mobilité géographique.
au-delà, je pense qu'il y a aussi... alors ça a été beaucoup dit que l'étranger c'était le porteur originel du virus, qu'il y avait une assimilation, une métaphore danger sanitaire, danger politique. Je pense qu'avec la mobilité, il y a cette suspicion archaïque des sédentaires vis-à-vis des nomades. Enfin, on a convoqué des choses des dimensions très archaïques, on va dire. Très bien. On a la possibilité de prendre une dernière question. Alors, j'ai deux questions. D'abord, vous avez parlé de la relation transnationale. Alors, est-ce qu'il y a des raisons secrètes dans le cadre de la relation transnationale? Si j'ai bien compris, c'est des gens qui voyagent d'un pays à l'autre de façon régulière. Et vous avez parlé de secret dans ce cadre. Il s'agissait plutôt de désigner des moments clés dans des parcours ou des trajectoires, ce qui a été largement commenté dans le cadre de l'enquête parcours, que de population. De toute façon, la notion de population, c'est pas une notion utilisée par les anthropologues, c'est pas une notion d'anthropologie, donc on a considéré que peut-être insister sur des moments dans des trajectoires, c'était plus pertinent que de faire appel à cette notion de population. C'est clair? Julie, tu voulais rajouter quelque chose, je suppose? Comme ça, de ce résultat-là, mais c'est vrai que c'est un résultat important de l'enquête parcours qui n'a pas été présenté dans le détail. Mais effectivement, en fait, cette enquête a montré en fait, qu'il n'y avait pas des populations à risque de contracter le VIH en France, mais plus des moments à risque. Donc des moments en fait, où les conditions de vie des personnes étaient plus difficiles. Et cette enquête a montré en fait, qu'il y avait un lien entre les conditions de vie et la sexualité. Et donc c'est pour ça en fait qu'on dit que c'est pas des populations à risque, mais plutôt des situations, des moments à risque. Je pense que ça renvoie à ce que vous avez essayé de, voilà, enfin ce que vous avez dit. Et pour la question, ah oui, alors la définition des relations transnationales. Donc je crois que j'ai pas été assez claire en fait. Donc c'est une façon d'approcher des relations qui sont ou qui ont été transnationales, parce que la question était, est-ce qu'il y a déjà des moments où vous et votre partenaire votre partenaire avez vécu dans deux pays différents? Donc ça veut dire qu'au cours de la relation, en fait, les personnes ont vécu dans deux pays différents. Et effectivement, pour les hommes, donc la relation transnationale telle qu'elle est approchée par cette question, elle renvoie certainement à des réalités différentes pour les hommes et pour les femmes. Donc peut-être que les relations transnationales pour les hommes sont concrètes, enfin, telles que définies, sont concrètement des relations qui continuent à être transnationales. Et en fait, ce que ces résultats montrent, en fait, c'est que finalement, c'est l'absence de proximité spatiale. En fait, si la personne vit dans un autre pays, en fait, on a effectivement, on a moins l'occasion de lui parler de son statut VIH. C'est ce que montrent les résultats de cette étude. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À peu près.